Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Thury et je suis le cofondateur d'Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui rend le pouvoir aux avocats. Au cours de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela qu'est né Objectif Client, le podcast qui laisse la parole aux clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pfister, directeur off-grid de Neoty Capital, le premier investisseur au monde spécialisé dans les services distribués d'énergie renouvelable et de mobilité électrique. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric. Bonne écoute. Fred Pfister, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci de m'accueillir ici dans ton petit chez-toi, là où tu télétravailles en ce moment, avec le respect évidemment des règles sanitaires. Je t'en prie, sois le bienvenu. Merci. Donc Fred, tu es directeur off-grid de la plateforme Neoty Investissement, Oui. C'est ça? Donc moi, je te connais un petit peu, je connais un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux nous présenter en 2 minutes ton parcours avant de devenir directeur? Ouais, bien sûr. Moi, je suis sorti d'HEC en 2008, ça commence à dater maintenant. Ouais. Je me suis essayé au conseil sans grand succès. Je me suis vite aperçu que c'était pas fait pour moi. J'ai eu une petite expérience entrepreneuriale dans le vin et la gastronomie, qui n'a pas marché aussi bien qu'espéré. Une autre expérience dans le monde des centres d'appel chez Webhelp, une boîte qui finalement a réussi à attirer pas mal d'HEC. Et à un moment, j'ai eu envie de prendre un virage vers une activité qui, à mon sens, avait plus de sens, justement. Ouais. C'est comme ça que je me suis intéressé au milieu de l'énergie renouvelable en Afrique. Et ça fait 5-6 ans que j'évolue dans ce secteur, à faire dans un premier temps du développement de projets pour le compte d'une boîte qui s'appelle Smart Energy, une boîte française. Oui. Et avant de rejoindre Neoty Capital, donc basculer plus sur la partie investissement. J'ai rejoint Neoty Capital il y a bientôt 2 ans pour prendre la direction de la plateforme Neoty Off-Grid Africa. D'accord, ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que fait Neoty Capital? Bien sûr, Neoty Capital, donc c'est une entreprise française qui a été créée par EDF, Mitsubishi et Forsee Power, fabricant français de batteries. Et Neoty Capital est une société de gestion qui manage des plateformes d'investissement. Donc, à ce jour, il y a 2 plateformes d'investissement qui sont sous management, une dédiée à la mobilité électrique, Neoty Green Mobility, et une autre dédiée à l'énergie décentralisée, donc off-grid en Afrique, Neoty Off-Grid Africa, donc plateforme dont je suis le directeur. D'accord. Quel est l'objectif de cette plateforme? C'est déployer des capitaux, de l'equity sur des projets d'énergie renouvelable décentralisée en Afrique. Donc on a comme actionnaire Meridiam, gros fonds d'infrastructure français, EDF et Mitsubishi. Et donc notre mission, c'est de trouver des projets dans lesquels ces 3 actionnaires vont investir à travers la plateforme et ensuite de les manager pendant toute la durée de vie des projets. On parle de projets relativement longs, entre 5 et 20 ans, selon le type de technologie utilisée. D'accord, donc en fait, ton job, c'est de trouver ces projets-là et une fois qu'on a fait le choix d'investissement, de manager ces projets pour avoir le meilleur retour sur investissement possible. Exactement, mon job c'est de les trouver, de les D'accord. structurer, parce que généralement on arrive à un niveau de développement qui n'est pas toujours parfait, ou la façon dont c'est structuré ne nous permet pas de cocher toutes les cases qu'on doit cocher pour que notre comité d'investissement valide cet investissement. Et une fois qu'on a closé, c'est pas là que le travail s'arrête, au contraire c'est là que le travail commence, et c'est là que tu vas commencer à faire ton TRI si tu manages ton projet correctement. Donc quand on est sur des projets de mini-réseau où on a une autorisation pour exploiter ces mini-réseaux en Afrique entre 10 et 20 ans, bon, et voilà, il faut suivre de très près ce qui se fait sur le terrain. Ok, d'accord. Donc en fait, sourcing, closing et après management de projet. Ouais. Et toi, en tant que directeur, tu interviens sur les 3 phases à part égale ou c'est quoi ton job aujourd'hui? Alors mon job aujourd'hui, on a une petite équipe, hein, donc effectivement tout le monde est obligé de mettre la main à la pâte, donc je me contente pas de faire de la prospective commerciale et de signer les contrats à la fin. Ouais. Il y a effectivement un boulot de développement commercial, mais on a la chance d'être sur un secteur qui est un peu autoporteur, où finalement il y a pas mal d'appels entrants, comme on dit. Pas obligé de sillonner l'Afrique à la recherche de projets, mais beaucoup de porteurs de projets viennent naturellement vers nous parce qu'ils nous ont identifiés comme un des acteurs pertinents sur cette activité. Une fois qu'on a sélectionné les projets qui nous semblent les plus prometteurs, ensuite il y a un vrai boulot de due deal, de structuration, de négociation, parce qu'il y a énormément
de parties prenantes, le développeur, le constructeur, l'opérateur, les autorités locales, les personnes auprès de qui on va lever la dette, sachant que nous n'investissons que de l'equity, les conseils de chacune de ces parties, donc on est très vite sur des calls à 5-6 parties. Le package contractuel, c'est une vingtaine de contrats, une centaine de pages, donc c'est un boulot de structuration et de négo assez long. Entre 6 mois et 1 an, entre le moment où on s'intéresse à un projet et le moment où on appuie sur le bouton pour valider l'investissement. Et derrière, comme je te le disais, c'est pas là que le boulot s'arrête, au contraire, c'est là que les choses intéressantes commencent. Dans quelle mesure le BP qu'on a vendu à nos actionnaires, on va être capable de le faire. D'accord. C'est là où il y a tout l'enjeu. C'est là que voilà, toute l'activité d'asset management est primordiale. Très clair. Et du coup, ta relation avec les avocats et les cabinets d'avocats, où est-ce qu'elle est le plus présente? Parce que tu parles beaucoup du coup de complexité au niveau de la négociation, du closing, etc. Donc là, j'imagine qu'il y a des cabinets d'avocats qui t'entourent et qui t'assistent. Est-ce qu'ils interviennent aussi sur les autres phases? Alors, a priori, dans un monde idéal, les avocats n'interviennent qu'entre le moment où on commence à s'intéresser au projet et le moment où le closing est réalisé. D'accord. Si on fait appel à des avocats pendant la phase d'asset management, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Ce fut le cas en 2020, période de Covid, où plusieurs de nos partenaires ont activé la clause de force majeure de nos contrats. Et donc, là, bien évidemment, on a passé pas mal de temps à discuter avec nos avocats respectifs pour voir comment est-ce qu'on pouvait adresser ce sujet. Donc, ça c'est symptomatique d'un projet qui ne va pas très bien. Pour un projet qui va bien, nous les avocats nous assistent dans un premier temps sur la phase de due diligence. Je prends l'exemple d'un projet qu'on a closé début 2021, c'est le financement de 50 mini-réseaux répartis entre l'Ouganda et la Sierra Leone. Super intéressant. Donc, premièrement, nous, il faut qu'on comprenne quel est le contexte réglementaire de chacun des pays dans lesquels on s'apprête à investir. Donc, on n'a aucune connaissance du contexte réglementaire. Donc, là, on fait appel à un cabinet d'avocats qui va nous aider sur la due deal légale et réglementaire, qui va nous aider sur la due deal fiscale. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent quelles sont les règles fiscales applicables à un pays et applicables à notre projet en particulier. Ils regardent quel est le contexte réglementaire, donc quels sont les contrats cadres qui ont été signés entre le développeur et les autorités locales qui vont nous autoriser à construire et à exploiter des mini-réseaux. Généralement, le rendu, c'est ce qu'ils appellent un red flag report, où ils nous disent voilà les potentiels problèmes ou difficultés qu'on a identifiés. C'est jaune, c'est orange ou c'est rouge selon le degré de criticité. Ensuite, prenez votre décision, mais en étant informé du contexte. À l'issue de cette première phase de due deal, nous, on a un comité d'invest qui dit go ou no go. Si on estime que le cadre est suffisamment rassurant pour nous permettre d'investir, on passe à l'étape 2 où on va rentrer dans la négociation des principaux contrats. Dans un premier temps, avec le développeur, constructeur, opérateur, il arrive que ce soit parfois la même entité. Donc il va falloir un contrat qui dit tu vas me construire mes mini-réseaux selon tel critère. Ensuite, quand on sera en phase d'exploitation, on va te payer selon tel KPI. Et puis on va encadrer la relation avec l'opérateur de nos réseaux. Souvent, on a aussi besoin que cet opérateur soit co-actionnaire de la société projet qu'on a créée, ce qui nous permet d'aligner au mieux les intérêts. D'accord. Donc il y a un pacte d'actionnaires à négocier. Là encore, bien évidemment, on fait appel à des avocats. Et deuxième gros volet de la négociation contractuelle, c'est tous les accords de financement avec les prêteurs. Encore une fois, nous, on n'investit que des fonds propres. On fait appel à des banques de développement international pour lever de la dette. Et là, c'est des gros pavés d'accords de financement à négocier avec eux. Donc, aujourd'hui, nous, chez Néoté Capital, on n'a pas de juriste in-house. Donc, on s'appuie énormément sur des cabinets d'avocats pour avancer sur nos projets. Et on travaille principalement avec Gide et Auguste de Bouzik. D'accord. Donc il y a plusieurs cabinets d'avocats qui travaillent avec vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas un cabinet qui prend le deal de A à Z? Non, alors on investit sur différents sous-segments de l'off-grid. L'off-grid, je peux le diviser en 3 sous-segments. Il y a ce qu'on appelle les kits solaires et objets équivalents, qui vont plutôt être une solution d'électrification à l'échelle d'un ménage, d'une famille. Les mini-réseaux, qui eux sont plutôt des solutions d'électrification à l'échelle d'un village ou d'une grande ville. Et troisième sous-segment sur lequel on est un peu moins présent aujourd'hui, c'est toutes les installations commerciales et industrielles. Je prends l'exemple d'une société minière
Généralement, les zones d'exploitation minière, c'est des zones non desservies par les réseaux, donc il faut quand même pas mal d'énergie pour faire tourner les machines. Donc soit on arrive avec des gros générateurs diesel qui font du bruit et qui polluent, soit on peut construire une centrale solaire avec des batteries pour adresser le problème. Et aujourd'hui, il se trouve que de facto, on va plutôt choisir nos cabinets en fonction du type de projet et de l'expertise qu'ils ont développé. Sur la partie kit solaire, où on est sur un mode de financement particulier, on a commencé avec Gilles, on est très satisfait de leur accompagnement, donc on va avoir tendance à continuer à bosser avec eux parce que l'idée c'est de répliquer le premier projet dans d'autres pays avec d'autres partenaires. Avec Auguste de Bouzy, on travaille plutôt sur des projets de mini-réseau. On est sur du project finance un peu plus classique. Où là, la problématique à gérer, c'est pas tant la complexité du financement, mais bien comprendre que si un avocat pense qu'il va faire fortune avec nous sur ses projets, il va juste flinguer le projet et ça ne marchera pas. Donc on a eu la chance d'avoir en face de nous des gens très pragmatiques et flexibles qui ont compris quels étaient nos besoins, nos attentes et qui ont su se positionner. Donc, très satisfait d'avoir pu closer ce premier projet en Ouganda, en Sierra Leone avec eux. On travaille déjà sur le prochain au Bénin, où c'est la même équipe, Auguste de Bouzy, qui nous accompagne. Donc non, l'idée n'est pas, on ne multiplie pas les cabinets sur un projet, mais on bosse avec différents cabinets selon la typologie des projets. Super. Et du coup, Gilles et Auguste, comment est-ce que tu les as choisis au départ ? Comment est-ce que tu as fonctionné ? Est-ce que tu as fait un espèce d'appel d'offres en toquant à la porte de tous les grands cabinets ? Alors, il se trouve que Gilles a été choisi avant que je rejoigne Rothschild Capital. Donc je ne saurais pas te dire comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés. J'imagine qu'il y a quand même eu un processus de mise en concurrence. Pour ce qui est d'Auguste et de Bouzy, alors, il y a eu un processus de mise en concurrence, mais j'avais déjà travaillé avec Leila Hubo, qui est partenaire chez Auguste de Bouzy, à l'époque où elle était chez Herbert Smith. On a travaillé avec elle aussi quand elle était chez Dentons. Et voilà, on a réussi à construire une relation de confiance où voilà, on bosse bien ensemble, on s'aperçoit qu'elle comprend bien nos sujets, qu'elle a une vraie expertise financement de projet Afrique. Donc voilà, une fois qu'on a trouvé un partenaire, en l'occurrence cabinet d'avocats qui nous convient, pas particulièrement envie de changer. D'accord. On consulte le marché régulièrement pour s'assurer qu'on ne paye pas beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait avoir avec un autre conseil. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas. Très clair. Et du coup, ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu dis que tu suis finalement une avocate plus qu'un cabinet. Exactement. Ok. Donc ça veut dire que si cette avocate-là change de cabinet, tu vas changer de cabinet avec elle ? Ah bah écoute, oui, si tu veux tout savoir, Leila a commencé à bosser sur ce deal en Ouganda et en Sierra Leone, elle était chez Dentons. Elle a quitté Dentons pour rejoindre Auguste de Bouzy 2021. On a continué avec elle et avec son équipe pour closer ce deal. Alors, déjà dans ce cas de figure bien précis, il eût été très compliqué de repartir from scratch avec un nouveau cabinet ou avec le même cabinet mais de nouveaux interlocuteurs au sein de ce cabinet. Donc par souci de simplicité, on s'est dit il faut les suivre, puis aussi on les suit parce que voilà, on aime bien bosser avec eux, ils sont efficaces, ils nous apportent ce qu'on cherche. Tu as la satisfaction, pourquoi est-ce que tu changerais ? Et puis ce que tu dis, c'est qu'il y a un coût du changement finalement qui est conséquent sur ton activité, quoi. Ouais, exactement. Une fois que tu as trouvé un mode de fonctionnement avec un partenaire, mais que ce soit un avocat, un cabinet de comptabilité, les boîtes qu'on envoie sur le terrain faire notre due diligence, voilà, la première mission est toujours un peu plus longue, un peu plus complexe, il faut apprendre à bosser ensemble. Une fois qu'on a trouvé un bon mode de fonctionnement, voilà, changer à chaque fois, ça fait repartir de zéro et à mon sens, c'est pas très intéressant. Bien sûr. Du coup, tu dis que tu es très satisfait des services de Gide et d'Auguste et de Leila également. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu as pleine satisfaction sur leurs services ? Quels sont tes critères ? Qu'est-ce qui fait que ces critères sont remplis concrètement ? Alors concrètement, en gros, il faut qu'ils arrivent à résoudre les problèmes que je ne peux pas résoudre moi-même et qu'ils le fassent dans un timing compétitif. Enfin, voilà, parfois il y a des degrés d'urgence parce qu'on est soumis à certaines deadlines sur certains projets, donc il faut qu'on soit arrivé à la fin de la négo avant une telle date, sinon on risque de voir les autorisations qui nous ont été octroyées sauter. Donc ça, c'est hors de question. Donc voilà, il faut respecter le timing, puis il faut aussi respecter les coûts qu'on peut se permettre de charger à un projet spécifique. L'off-grid, c'est un secteur qui est assez balbutiement, qui est en train de se structurer.
Donc aujourd'hui, on est sur des petits projets, mais des petits projets qui sont pour le coup très complexes. Donc les coûts de structuration sont relativement élevés par rapport à la taille de l'investissement total. Et il faut qu'on ait un partenaire qui comprenne bien que c'est pas open bar et que s'il nous charge des centaines de milliers d'euros pour nous aider à structurer ce projet, à la fin on n'aura pas le TRI que nos actionnaires demandent, donc on dira désolé, mais non merci, on va pouvoir faire ce projet parce que économiquement ça n'a pas de sens. Donc voilà, on a vraiment besoin d'avoir un interlocuteur compétent, qui comprend bien nos contraintes de budget, qui nous aide à co-construire le cadre contractuel sur ce type de projet, et voilà, qui est quelqu'un qui a bien une vision long terme de notre partenariat, qui ne se dit pas je vais me gaver sur un premier deal, mais qui se dit que voilà, si je les aide à grossir, à aller chercher des plus gros projets, être capable de scaler leur business dans les prochaines années, et qu'ils sont satisfaits de la relation qu'on a, mais ils n'iront pas voir ailleurs. Ouais, pas pareil sur un deal, mais sur une relation. Un cabinet capable de tenir les coûts et qui ensuite a une grosse force de production parce que tu parles de résultats et de deadline assez fortes, donc une grosse force de production sur l'équipe. Exactement, qui est capable de délivrer vite, rapidement, qui est capable d'encaisser les coups de bourre qu'on peut affronter sur un projet. Donc ça c'est important, et voilà, qui surtout nous accompagne et passe son temps à brainstormer avec nous sur comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Parce Très que, clair. encore une fois, moi je viens du monde de ce qu'on appelle l'on-grid, donc les projets connectés au réseau. Ça fait 10-15 ans que ça existe, ces grosses centrales de plusieurs dizaines de mégawatts connectées au réseau. Tout le monde sait aujourd'hui comment ça marche, quels sont les principaux contrats et qu'est-ce qu'il faut regarder quand on revoit ces contrats. En revanche, sur l'off-grid, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas vraiment pareil. Et si on pense que les mêmes recettes vont fonctionner sur l'off-grid, c'est qu'à un moment, on a raté quelque chose. Et justement, moi, il me faut un conseil qui comprend bien que c'est un nouvel objet, c'est un objet qu'on n'a pas encore l'habitude de manipuler, et que si on arrive avec exactement les mêmes méthodes d'analyse, de pricing que sur l'on-grid, en termes de taille, en termes de complexité, ça va pas marcher. Très clair. Donc c'est pour ça que vraiment la flexibilité, à la fois en termes d'horaire, en termes de budget, mais aussi intellectuel, est hyper importante pour nous. Ouais, très clair. Et tu as besoin de vrais conseillers, ça tu l'as dit d'emblée, notamment quand tu parlais de la législation des différents pays, etc. Et aujourd'hui, du côté des cabinets avocats, est-ce que tu arrives à avoir des avocats qui non seulement parlent de ton business, mais aussi parlent tout simplement ta langue? Ou est-ce que tu as ce problème qu'ont beaucoup d'entreprises de se retrouver face à des avocats qui leur parlent de juridique là où ils ont besoin de parler de juridique appliqué au business? Ah non, je n'ai pas ce problème, c'est pour ça que je suis très satisfait des cabinets avec lesquels je bosse. C'est que c'est des gens qui comprennent notre business et qui parfois le comprennent mieux que nous sur certains points et nous font remarquer attention, ce que vous vous apprêtez à faire, ça n'a pas fonctionné. Et donc non, il y a à la fois la dimension juridique où moi je mets sur un bout de papier des grands principes avec un partenaire qui ensuite vont être retranscrits d'un point de vue juridique. Ça j'ai besoin d'eux, parce que je n'étant pas avocat, si je m'amuse à l'écrire, on va juste perdre de temps, il faudra tout refaire. Tu peux essayer. Mais... J'ai essayé, ça a beaucoup fait rire Auguste Debussy notamment. Vous savez, chacun son métier. N'essayez pas de drafter des contrats, laissez-nous le faire, sinon vous perdez votre temps et nous on perd du temps à essayer de le refaire. Donc, et à la fois, il faut qu'ils comprennent mes problématiques business. Je leur dis, et c'est exactement la relation qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on négocie avec des partenaires, on se met d'accord sur des grands principes business et eux derrière nous aident à les retranscrire d'un point de vue juridique. D'accord. Et donc tu disais que le prix était un facteur très important parce que ça impacte évidemment directement la rentabilité du projet. Est-ce que tu négocies avec tes cabinets d'avocats? Ouais, bien sûr. Ouais. On négocie les prix parce que parfois le scope à voir qui n'est pas toujours détaillé comme ils auraient voulu. Parfois il y a quelques incompréhensions, donc on s'aperçoit qu'ils shootent beaucoup plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc on essaie de voir si c'est nous qui avons mal détaillé le scope à voir, s'il y a une incompréhension. Donc il y a un boulot de négo. Parfois on leur dit écoute, ce que tu me proposes, je comprends que tu as fait tes meilleurs efforts, mais moi ça ne va pas rentrer dans le budget, quitte à leur montrer vraiment le BP. Donc là, on se dit, ok, sur celui-là, je te fais un prix, mais sur les prochains, on essaiera de se rattraper, on verra comment ça fonctionne. Donc il y a un vrai boulot de négo, mais vraiment, ça reste bon enfant. C'est deux entités qui comprennent quelles sont les contraintes de l'une et de l'autre, et qui ont envie de faire les choses ensemble et qui essaient de les faire marcher. Donc
pas de la négo désagréable. Ouais, très clair. C'est juste replacer le contrat dans un cadre long terme et dire voilà, Ouais, là il faut voilà, que tu fasses un effort, mais. ou alors oui, bon, bah, si tu veux que ça coûte moins cher, moi je vais pas t'aider dans la négo, mais je vais juste faire de la relecture, ou si tu arrives à te débrouiller pour que excuse-moi, ce soit les parties, pour que ce soit les parties de ton partenaire, enfin les conseils de ton partenaire qui rédige, moi je me contente de faire de la relecture, ça coûtera un peu moins cher, donc tu vois, on essaie de bidouiller ce genre de choses. Ouais, très clair. Et tu disais que sur les deals, il y avait un nombre significatif de parties. Est-ce que chaque partie a son conseil? Ouais, Ouais. bien sûr, parfois le conseil il est in-house, Hmm. mais chaque partie a son conseil, bien sûr. Ok. Et toi, tu as interagi avec ces différents conseils ou est-ce que ça, c'est le job de l'avocat? Non, non, j'interagis aussi, quoi. Généralement, sur un call de négo, chaque partie vient avec ses conseils. Euh, on commence par discuter business, à se mettre d'accord sur les grands principes business, puis derrière les avocats nous disent attention, ce que vous voulez faire, ça ne peut pas fonctionner parce que la loi en Ouganda ne l'autorise pas, ou parce que là il va y avoir un problème de conflit. Donc non, on interagit directement avec les conseils des autres parties, quoi, ce qui peut parfois donner lieu à des situations un peu tendues où on sent que Ah bon? il m'arrive parfois, notamment, d'avoir en face de moi le conseil d'un prêteur qui manifestement n'a pas compris ce qu'on essaie de faire. D'accord. Et en Ça, c'est plus, ça incroyable. peut être un peu tendu parce que les prêteurs, ce qu'on appelle les DFI dans notre jargon, Development Finance Institution, par exemple l'AFD en France, Ouais. c'est à nous, sponsors, de payer pour leurs conseils. Donc D'accord, là, ça c'est intéressant. voilà, donc là, on arrive dans une situation où je ne sais pas du tout si à la fin on va closer avec ces gens-là et s'ils vont mettre de la dette sur mon projet. En revanche, eux ont besoin de se faire conseiller par des cabinets tier 1, Hum, mais c'est à moi de payer pour ces cabinets. Donc là, on arrive dans des négos un peu plus tendus où J'imagine. j'explique au prêteur que bah, son conseil, un, il n'a pas forcément compris ce qu'on essayait de faire, deux, que c'est complètement overpriced. Ouais. Et comment tu gères? C'est parce que ça, du coup, ça doit être très compliqué parce que c'est toi qui payes alors que c'est pas finalement toi qui choisis directement le conseil. Alors, Euh, je suis consulté sur le choix du conseil où d'accord. le DFI va faire une espèce de petit appel d'offres, va nous montrer les propositions qui ont été reçues, et puis nous on regarde en disant bon, ben, là le rapport entre le scope et le plafond qui a été déterminé, ok, là c'est complètement délirant, et très régulièrement, ben, au cours de la vie du projet, on s'aperçoit que les plafonds vont être dépassés, Mhm. ou que il y a eu une incompréhension sur le scope of work, et ben là tu rentres dans une négo en disant écoutez, si vous voulez vraiment utiliser ces avocats pour faire ça, nous on va pas avoir les moyens de payer sans trop impacter le rendement de notre Mhm. projet. Donc là on en arrive à des situations, voilà, take it or leave it, Mhm. si vous insistez, désolé, mais on va faire autrement. Ah, on va pas suivre. Donc là, sur ces cabinets d'avocats-là, on est vraiment uniquement de ton côté, en tout cas sur du prix. C'est-à-dire que le reste des critères, c'est pas toi qui les détermine. Toi, tu valides juste sur le prix du cabinet Ah oui, d'avocat. mais ces cabinets, Ouais. il y a deux critères. Un, il faut qu'ils conviennent aux attentes du prêteur. Mm. Et deux, ben, il ne faut pas qu'il coûte trop cher. Parce Ok. que ça, c'est du coût pur pour le projet. Donc tout ce qu'on donne à l'avocat, c'est ce qu'on n'a pas en théorie, quoi. Bien sûr. Mécanique. Très clair. Et tu disais tout à l'heure que, notamment avec la crise du Covid, tu avais de nouveaux enjeux qui avaient émergé, notamment sur les clauses qui ont été soulevées. Est-ce que ce sont les mêmes cabinets, à savoir Gide et Auguste, qui t'ont aidé là-dessus? Ou Ouais, est-ce que ce sont d'autres? généralement, il vaut mieux faire appel au cabinet qui t'a aidé à rédiger le contrat, enfin qui même pas t'a aidé, qui a rédigé le contrat pour toi Mhm. quand il s'agit de l'interpréter. Parce D'accord. qu'on est vraiment sur des Ouais. contrats très complexes, hein, Bien sûr. notamment sur le projet auquel je pense, où on fait une espèce de titrisation de créances clients en Côte d'Ivoire pour financer un opérateur qui vend des kits solaires en Côte d'Ivoire. Le contrat était très complexe. Donc si on ne fait pas appel aux gens qui ont participé à la Bien négo, sûr. donc qui ont en tête l'esprit du contrat et qui l'ont rédigé, bah, ça a coûté beaucoup plus cher parce qu'il faudrait que quelqu'un se plonge dans ce contrat. Moi, j'ai bien dû le lire une dizaine de fois, toujours du mal à comprendre certaines clauses. Bon, encore une fois, je ne suis pas avocat, mais si tu ne fais pas appel à la personne qui l'a écrit, tu vas perdre du temps. Ouais, Donc, très clair. c'est pour ça que sur un projet précis, que ce soit
pré-investissement ou post-investissement, on va essayer de bosser toujours avec les mêmes personnes. Okay. Sinon, on en revient toujours à cette logique de il faut reconstruire une relation, il faut prendre le temps que le conseil rentre dans le projet. Donc tout ça, ça a un coût. Et, on est quand même dans une logique de limiter les coûts. Et tu disais que le secteur était en train de se structurer, donc j'imagine que c'est aussi le cas du côté des cabinets d'avocats. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que les cabinets d'avocats ne te permettent pas de faire et qui seraient intéressantes pour toi? Notamment des offres qui n'existent pas encore ou des services qu'ils ne te rendent pas aujourd'hui qui pourraient être utiles. Non, écoute, aujourd'hui, sur les projets sur lesquels on bosse, je vois pas de trou dans la raquette, pour utiliser cette expression. Ouais. Les cabinets d'avocats sont capables de nous fournir tous les services dont on a besoin, à la fois sur la phase pré-investissement et post-investissement. Maintenant, le prochain challenge, c'est comment est-ce qu'on va industrialiser tout ça, l'automatiser. Okay. Automatiser, ça veut dire définir des templates, parce que les contrats sont toujours les mêmes finalement. Je te parlais des projets connectés au réseau, donc il y a 3 principaux contrats qui sont le contrat de construction, le contrat d'opération et puis le Power Purchasing Agreement avec l'État. Parce que sur les projets connectés au réseau, tu vends ton énergie directement à l'État. Tu as un contrat de rachat d'électricité. Il y a des templates très clairs qui sont réutilisés par tout le monde, sur tous les projets, dans tous les pays, de ces 3 principaux contrats. Aujourd'hui, ce que je vais attendre sur les projets de mini-réseau, c'est cette espèce de boulot de co-construction de templates avec Auguste Debouzy, avec les différentes parties prenantes du projet, pour nous aider à automatiser le truc et faire en sorte qu'à chaque fois, il ne faille pas renégocier, réécrire un contrat en repartant d'une feuille blanche. Tout ça nous fera gagner du temps et nous fera gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment ce que j'attends de leur part, c'est nous aider à construire à la fois le cadre réglementaire dans les pays, mais aussi le cadre contractuel avec les différents partenaires, en identifiant les principaux contrats qu'il faudra toujours répliquer sur un projet précis. Très clair. Mais en étant souvent en contact des cabinets d'avocats, alors je ne sais pas si ce sera le cas de JD et Auguste, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque que le cabinet d'avocats finalement te réponde « Ok, mais tu veux que je t'aide à te passer de moi dans le futur, ou à moins avoir recours à mes services ?» en automatisant justement ces tâches contractuelles. Ouais, mais ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est un must-have et qu'on ne pourra pas faire autrement. Ouais. Donc si c'est pas eux qui le font, je trouverai quelqu'un qui le fera à leur place. Et cette personne qui l'aura fait à leur place, j'aurais tendance à vouloir bosser avec elle parce que c'est elle qui m'aura aidé à rédiger les contrats, donc elle les connaîtra par cœur. On aura construit cette fameuse relation au long cours dont je te parlais. Donc, Bien sûr. Ils sont suffisamment intelligents pour se dire que c'est le sens de l'histoire. Qu'on ne peut pas faire autrement, donc si je le fais pas avec eux, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Bien sûr, faut qu'ils t'accompagnent sur cette évolution, sinon tu vas changer de conseil finalement. Voilà, même pour eux, ça leur fera gagner du temps, ça leur permettra d'adresser plus de projets en parallèle, ça leur permettra d'avoir un plus gros track record, de se positionner sur ce secteur qui est encore à ses débuts. Donc voilà, s'ils avaient le côté un peu filou, non, il faut que je te charge au max sur chaque projet, ce serait un peu une insulte à notre intelligence. Bien sûr, il y en a beaucoup qui essayent quand même, mais peut-être pas ceux-là. Voilà, mais c'est peut-être pour ça qu'on bosse pas avec eux. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres raisons, celles-là, qui pourraient te pousser à changer de conseil? Une raison qui pourrait me pousser à changer de conseil, alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai plus tendance à bosser avec des personnes qu'avec des cabinets. Ouais. Ce serait que ces personnes changent de cabinet, aillent peut-être dans un cabinet avec lequel il y a un mauvais historique avec ma boîte et qu'on n'ait pas forcément envie de bosser avec eux, que ce cabinet leur laisse moins de flexibilité sur les fees qu'ils peuvent charger et qu'à chaque fois les négos deviennent hyper tendus ou qu'on arrive sur des niveaux de fees qui ne sont pas adaptés à mes projets, ou alors à un moment, un problème d'intuitu personae sur un deal qui se passe mal et puis ça entame la relation. Bien sûr, mais a priori, il n'y a aucune raison de changer. Non, a priori, il n'y a pas de raison de changer. C'est quelque chose dont on discute beaucoup avec les cabinets qu'on accompagne. On essaie de leur expliquer qu'effectivement, quand on veut ouvrir une pratique, une activité, finalement, il faut qu'on trouve un client cible qui soit insatisfait de son conseil actuel. Sinon, le client n'a pas ce réflexe de changer de conseil, et finalement, c'est ce que tu es en train de confirmer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de changer, puisque, a priori, tu es pleinement satisfait. C'est ça, tu vois, c'est au même titre que
le médecin ou le coiffeur. Donc c'est bien que je vais rarement chez le coiffeur, mais bon, t'as un mec qui te connaît bien, qui sait exactement quelles sont tes attentes, qui sait te parler, bon, bah, tu vas pas tous les 4 matins changer de médecin ou changer de coiffeur, quoi. C'est une relation qui se crée, tout le monde en est content, et sauf problème, on ne change pas, quoi. Bien sûr. Et on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais des conseils finalement pour les cabinets d'avocats avec lesquels tu travailles en tant que client? Ou est-ce que finalement vraiment tout va pour le mieux avec Gide et Auguste? Écoute, pour le moment, tout va pour le mieux. On est ravis de la dimension assistance juridique, de la dimension conseil aussi, c'est très important. On veut pas, quand on parle d'un cabinet d'avocat, on ne veut pas juste qu'ils te traduisent un texte compliqué pour le commun des mortels. On veut aussi qu'il y ait une dimension conseil. En gros, on est souvent face à un arbre de choix et qui me disent bon, si tu choisis ça, voilà ce qui se passe, si tu choisis ça, voilà ce qui se passe. À ta place, je choisirais ça. Donc, bien sûr. Peut-être se mouiller encore plus dans la dimension conseil, même si c'est compliqué pour eux, parce qu'après, ils ont pas envie que le client se retourne. Tu m'as donné un mauvais conseil, ça ne marche pas, c'est de ta faute. Non, les conseils, j'aurais plutôt sur tous les cabinets avec lesquels on a pu être amené à discuter, mais avec lesquels on a finalement décidé de ne pas bosser, quoi. Voilà, bien comprendre que ce qu'on cherche, en tout cas nous dans notre secteur, c'est une relation au long cours, et bien comprendre quels sont les enjeux financiers sur ces petits projets d'off-grid. Voilà, bien comprendre quels sont les besoins de ton client potentiel et éviter d'être trop gourmand sur les premières quotes parce que ça ne marchera pas. Ouais, parce que quand tu as refusé de bosser avec des conseils, ça a toujours été des questions de prix. Oui, bah je ne vais pas les citer parce que je ne voudrais pas leur faire mauvaise presse. J'ai eu l'occasion de bosser avec, d'échanger avec la majorité des gros cabinets internationaux qui font de l'infrastructure en Afrique. D'accord. Je te laisserai deviner qui ils sont. Et oui, en fait, à chaque fois, là où le bas blessé, c'était sur le chiffre à la fin de l'offre financière. On disait, mais en fait, vous ne comprenez pas que ce que vous proposez, ça tue le projet. En fait, c'est que toute la rentabilité de mon projet, en fait, je vais vous la passer parce que vos fils sont complètement disproportionnés par rapport à la taille de mon projet. Donc, faites bien l'effort avant de faire une quote, de faire des séances de Q&A un peu poussées avec votre client potentiel pour comprendre ce dont il a besoin, à la fois d'un point de vue scope of work, mais surtout d'un point de vue financier sur ces projets où, encore une fois, la renta est vraiment le nerf de la guerre. Ça, c'est très intéressant parce qu'on explique très souvent qu'en fait, une vente, contrairement au cliché, ne commence pas par un peu un show-off du vendeur, mais par une séance de questions très très poussées pour absolument comprendre en profondeur le besoin du client. Ça, tu as le sentiment que c'est pas un réflexe chez la majorité, chez certains cabinets d'avocats, même gros cabinets d'avocats du coup. Je pense que c'est pas un réflexe, effectivement, notamment qu'on va surtout insister sur la partie scope, mais qu'on va avoir tendance à vouloir en charger un maximum sur le projet, quoi. Ouais. Alors qu'une question que Leïla de Ex-Denton et Auguste m'a posée quand on a commencé à bosser ensemble sur ces projets, alors peut-être qu'on se connaissait et qu'on était un peu plus franc dans notre relation, quoi. Bien sûr. Mais c'est en gros combien tu peux te permettre de dépenser. Ça, c'est une question qu'on pousse tous nos cabinets d'avocats à poser et tous ont peur que le client refuse de leur donner un budget. Ah ben non, moi encore une fois, peut-être qu'on se connaissait déjà parce qu'on avait été amenés à bosser ensemble sur d'autres projets, mais nous on a dans notre BP, on sait exactement combien on peut se permettre de dépenser. Donc peut-être qu'on va minorer un peu c'est le jeu aussi. Mais voilà. Mais au moins il y a l'ordre de grandeur qui rentre. Donc si je peux me permettre de dépenser 200 et que tu me fais une propale à 400, c'est hors de question. Et je lirai même pas le reste, tu vois. C'est vrai que ça paraît fou, que sur des projets de cette ampleur, qu'on n'ait pas une discussion suffisamment poussée pour avoir ne serait-ce qu'une idée du budget du client. Ouais, je suis d'accord avec toi, quoi. Et en plus, ça ferait économiser du temps et de l'énergie à tout le monde. Bien sûr. Plutôt que eux s'embêter à faire une jolie proposition en 40 pages, sachant qu'elle n'a aucune chance d'être acceptée parce que c'est beaucoup trop cher, qui me disent dès le départ, oui, non, là ton scope, ça va pas le faire parce que nous, on a des taux horaires trop élevés et ça marchera pas. Ok, très bien, sur ce projet, ça marchera pas avec vous, peut-être qu'on se reparlera dans un futur proche sur d'autres projets. Pour moi, c'est vraiment la question à poser dès le départ. Donc là, je suis plus vraiment dans une logique où je remets en concurrence des cabinets, parce que pour l'instant, j'ai trouvé chaussure à mon pied sur les types de projets que je suis amené à financer. Mais dans le cadre de discussions avec d'autres conseils, qui peuvent être des conseils techniques,
et des conseils d'évaluation de demande sur le prix de mini-réseau, je leur dis tout de suite, voilà, sachez que nous, on a un plafond qui est de temps. On a un budget. Donc voilà, si vous me faites une proposition au-dessus de ça, ça ne marchera pas. D'accord, donc en fait, toi, finalement, ton process, c'est tu vas en bas de la proposition voir le prix total, et si ça rentre dans ton budget, tu regardes le reste, quoi. Exactement. D'accord. Okay. Et pour éviter justement qu'il y ait une incompréhension, je dis dès le premier call ce que je suis capable de dépenser. Bien sûr. Comme ça, au moins, c'est clair. S'il ne pose pas la question, au moins, tu as donné la réponse. Tout le monde a plein de boulot en ce moment, donc ça sert à rien de faire des propals qui ne seront pas lus, nous de faire des calls, de Q&A avec des gens avec qui on ne pourra pas bosser parce que c'est trop cher. Tu vois. C'est clair. Ok. Et du coup, imaginons, peut-être pour cette dernière question du podcast, imaginons que demain, tu as un nouveau enjeu qui se crée sur un nouveau secteur, que tu as besoin de mettre en concurrence des cabinets et en tout cas d'en rencontrer de nouveaux. Comment est-ce que tu conseillerais à un cabinet qui ne te connaît pas encore de t'approcher ? De m'approcher ? Ouais. Comment est-ce qu'il pourrait finalement se positionner sur ce nouveau deal sur lequel tu cherches de nouveaux conseils ? Alors, en l'occurrence, c'est quand même nous qui les approchons, les cabinets. D'accord, c'est toi qui les approches. C'est moi qui les approche. Okay. On a une liste d'une dizaine de noms. Et cette liste-là, elle sort d'où, par exemple ? Ça fait quand même quelques années que j'évolue dans ce secteur. Tu vois passer toujours les mêmes personnes. Quoi. D'accord. Et tu vois qu'ils ont... C'est du réseau. C'est du réseau, c'est d'abord du track record. Hein. C'est s'assurer qu'ils sont capables de faire ce que tu as besoin qu'ils fassent. Donc pour ça, ils te montrent qu'ils l'ont déjà fait. Et c'est de l'échange avec les différents partenaires. Et tu vois que finalement, il n'y en a pas 36. Donc, tu regardes les classements décideurs, par exemple, ou Legal 500 ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, non. Vraiment, j'ai dans ma tête ma shortlist de cabinets qui sont compétents pour faire de l'infrastructure en Afrique. Et en fait, chaque fois que j'échange avec un opérateur, un développeur, un prêteur de dette, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Donc, d'accord. Donc, c'est pas mal de réseaux et de recommandations. C'est un mec qui va te dire, tiens, j'ai bossé avec eux, ils sont vraiment bons, ils comprennent bien, et puis ils sont pragmatiques, ils sont capables de t'accompagner sur le long terme, ils vont essayer de trouver des modèles de facturation qui vont bien coller avec tes contraintes. Donc voilà, c'est beaucoup de recommandations. D'accord, très clair. Et donc, à partir de ces recommandations, ce groupe de 10, là, si on prend un de ces 10 cabinets, comment est-ce que tu lui conseillerais de te répondre, du coup, vu que c'est toi qui le sollicites, pour vraiment bien se positionner ? C'est vraiment cette histoire de prix ? Est-ce que tu as des conseils à lui donner ? Non, c'est vraiment faire l'effort de comprendre quel est mon métier, quelles sont mes contraintes, et comment est-ce qu'il va pouvoir m'aider à résoudre les problèmes auxquels je vais être confronté, quoi. Et plus faire l'effort de... Aujourd'hui, je trouve que j'étais un peu déçu sur les process de mise en concurrence que j'avais pu lancer en arrivant chez notre capital, c'est que peu finalement avaient fait l'effort de comprendre quelles étaient nos contraintes. Alors il se trouve aussi qu'on avait peut-être, nous, pas encore conscience exactement de toutes ces contraintes, parce que secteur très jeune, entreprise jeune, et que on pensait que les choses seraient plus simples, et un an après, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe. Mais vraiment, être à l'écoute et ne pas essayer d'adapter ton client à tes contraintes et à tes grilles, mais vraiment faire l'effort d'adapter tes grilles à ton client, quoi. Ce qui n'est pas toujours simple quand tu es un énorme cabinet présent partout dans le monde et que tu as moins de flexibilité qu'un plus petit cabinet. Oui, bien sûr. Très clair, écoute, merci Fred. Est-ce que tu veux garder le mot de la fin, que ce soit pour nos amis les avocats ou peut-être pour tes conseils actuels Écoute, un petit mot pour mes conseils, pour les deux partenaires, Leïla Hugo et Marie Bouvet chez Gide. Une petite dédicace pour vous dire qu'on est très content de votre accompagnement. Écoute, belle dédicace, je pense qu'elle est passée. Merci beaucoup Fred. Merci à toi. Pour ce podcast, et puis je te souhaite une très belle continuation chez Néoté Capital. Merci, et puis à toi aussi. Merci. Pour l'activité. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Fred. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à retrouver nos autres contenus et podcasts ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. Au revoir.